Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo d'horreur pour une fois. Oui, c'est vrai, c'est pas souvent que je fais des vidéos d'horreur. C'est presque jamais. Mais nous allons faire pour une fois. Donc, nous allons commencer. Mais tout avant, là, je suis avec micro. Donc, voilà quoi. Donc, dans Tout 10 secondes, ça d'abord, commence. je travaille comme contrôleur de nuit dans un hôtel le week-end. Je vais dire une Je seconde. travaille de 23h à 7h du matin. Ce week-end-là, Codeur pour nous Guillaume. avions un mariage réservé à l'hôtel. La nuit du mariage était un samedi, et c'est là que tout est arrivé. Avant que je ne prenne mon service, la plupart des invités ivres du mariage s'étaient déjà retirés dans leur chambre pour la nuit. J'ai vu quelques-uns d'entre eux alors que l'équipe précédente partait et ils semblaient tous très amicaux et heureux. Une fois que j'ai été seul pour la nuit, je me suis installé derrière le Oh bureau non, pour commencer mes Benjamin. 8 longues heures de travail. Puis le téléphone de l'hôtel a sonné. Je l'ai décroché et de ma meilleure voix de service à la clientèle, j'ai dit Tout jamais dans la vidéo. « Et Bonsoir, pour l'instant, écoutez c'est un le ». morceau que je mets sur YouTube. Un homme se met à parler, mais je n'arrive pas à le comprendre. On aurait dit qu'il était sous l'eau, que la connexion était mauvaise. Lorsque j'ai pu déchiffrer ce qu'il disait, voici notre conversation. J'ai besoin de 10 serviettes livrées à la chambre 401. Ok, je peux faire ça pour vous, ça devrait me prendre quelques minutes. Ma petite amie n'est pas là. Je suis restée silencieuse parce que je ne savais absolument pas quoi répondre à ça. Je veux m'amuser avec toi, bébé. Là, par contre, j'avais vraiment peur. Et puis il a raccroché. J'ai essayé plusieurs fois d'appeler mon manager, mais elle n'a jamais répondu. J'ai fini par m'enfermer dans les toilettes et appeler ma mère. Elle m'a calmé et je suis retourné derrière le bureau. J'étais encore très nerveux alors que j'ai entendu l'ascenseur commencer à descendre. J'avoue que je me suis caché. Je me suis accroupi derrière des boîtes et j'ai couvert ma bouche. J'ai entendu des pas, mais je ne pouvais pas dire s'ils venaient vers moi ou s'ils allaient vers la salle de réception. Je suis resté là environ 5 minutes et quand j'étais sur le point de sortir, j'ai entendu un homme tousser. Je me suis figé. J'ai entendu ses pas retourner vers l'ascenseur et je suis resté caché jusqu'à ce qu'il soit parti. Maintenant, je ne suis pas sûr que l'homme qui a appelé et celui qui est descendu de l'ascenseur soient la même personne. Mais pourquoi quelqu'un descendrait-il l'ascenseur au milieu de la nuit? Resterait-il silencieux pendant 5 minutes, puis partirait-il? Et voici ce détail qui me fait le plus peur. La chambre d'hôtel, la 401, à laquelle il voulait que j'apporte 10 serviettes, elle était inoccupée, cette nuit-là. Quand j'avais 18 ans, je travaillais à la réception de la résidence de mon université et je crois que j'ai failli me faire agresser. Ou assassiner. À vous de juger. Pendant l'été, le bâtiment fonctionnait comme un hôtel. Donc 2 étages et demi étaient des chambres d'hôtel et la moitié du 3e étage était des chambres d'étudiants. L'ensemble du bâtiment fonctionnait avec un système de clés magnétiques d'hôtel qui était plutôt dépassé. Et toutes les portes étaient alimentées par 4 piles AA. Si les piles étaient mortes, il y avait un processus assez long pour les remplacer et reprogrammer la porte. Un homme brun s'est présenté à la réception de l'intérieur du bâtiment alors que je travaillais de nuit vers 1 ou 2 heures du matin. Et il a dit qu'il avait laissé sa carte dans la chambre. Je lui en ai fait une nouvelle et j'ai commis ma première erreur de la nuit. Les clients de l'hôtel pouvaient faire refaire autant de clés de chambre qu'ils le souhaitaient, hypothétiquement. Les étudiants, en revanche, étaient censés recevoir une carte clé temporaire et facturer 2 dollars qu'ils devaient rendre lorsque la clé était retrouvée. Je lui ai donné une nouvelle clé pour sa chambre et lui ai demandé s'il était étudiant ou client de l'hôtel. Et il a répondu « étudiant ». À ce moment-là, j'aurais dû vérifier notre système pour débiter son compte. Mais j'étais pris par des tâches administratives et j'ai oublié. J'avais l'habitude de faire confiance aux gens, beaucoup trop facilement dans ce travail. Mais j'ai vite appris à ne plus le faire. Plus tard dans la nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, il s'est à nouveau présenté à la réception en disant qu'il ne pouvait pas entrer dans sa chambre. Je lui ai demandé s'il avait oublié sa clé et il a répondu que non, que la porte ne fonctionnait pas. J'ai demandé si la lumière s'allumait lorsqu'il passait sa carte et il a répondu que non. J'ai donc pensé que les piles étaient mortes. Je lui ai dit que je devais changer les piles et je suis monté dans sa chambre avec lui. Il m'a demandé mon nom et je lui ai dit. Il ne m'a pas dit le sien. J'ai ouvert la porte de la chambre manuellement avec un passe-partout
et je lui ai dit que je devais la maintenir ouverte pendant que je travaillais sur un panneau arrière pour remplacer les piles. Il a dit « Non, c'est bon, je vais la fermer ». Et il a fermé et verrouillé la porte à clé. Vraiment très bizarre, mais j'ai essayé de ne pas y penser. J'avais déjà changé les piles de nombreuses autres portes à ce moment-là, et certains étudiants n'aimaient pas que leurs portes soient ouvertes pour que leur chambre soit exposée à tous les passants. Il avait également un accent très prononcé, et j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un étudiant étranger, car nous avons ici beaucoup d'étudiants en Erasmus. Je lui ai laissé le bénéfice du doute, et j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être simplement d'un problème de barrière linguistique. Mais à ce moment-là, je sentais vraiment que quelque chose n'allait pas. Mais j'ai essayé de l'ignorer pour ne pas l'effrayer. Alors que j'essayais de me concentrer sur la réparation de la porte aussi vite que possible, il a continué à essayer de m'inciter à aller plus loin dans la pièce, en disant que son lit était cassé et qu'il avait besoin que je l'examine, qu'il y avait quelque chose en dessous qui devait être réparé, etc. Il a tendu une petite clé de maison en or et a dit « J'ai une clé, va la chercher » et l'a jetée sous le lit. Il a dit qu'il y avait une fuite sous le réfrigérateur. Il n'a pas arrêté d'essayer de me faire tomber par terre en me lançant des problèmes au hasard. Évidemment, je lui ai dit que non, que j'enverrais la maintenance le matin pour jeter un coup d'œil. J'étais dos à lui et il m'a demandé si je voulais enlever mes lunettes. J'ai répondu « Non, j'en ai besoin pour voir ». Le ton de sa voix a changé, et de la manière la plus calme et la plus froide qui soit, il a dit « Et là, c'est bon, tu peux les enlever ». Et de derrière moi, il a tendu la main pour essayer d'enlever mes lunettes. Et j'ai repoussé sa main en essayant de garder mon calme. J'ai dit « Non, merci, j'ai besoin de les garder ». Même s'il me foutait la trouille, je ne voulais pas être impoli avec lui. Je ne voulais pas avoir de problème s'il se plaignait de moi, ou risquer de le contrarier pour qu'il s'énerve. Je me suis levé pour prendre quelque chose dans le kit de réparation de la porte et j'ai défait une partie de la porte, l'ouverture du passage. Il a sauté vers la porte pour la refermer et m'a dit de la garder fermée. Je lui ai dit non. Je devais l'ouvrir pour commencer à reprogrammer. Je devais l'ouvrir pour recommencer à reprogrammer depuis l'avant. Pendant que je maintenais la porte ouverte avec mon pied et que j'attrapais quelque chose dans le kit de réparation de la porte, il a commencé à jouer avec les petits poils follets au sommet de mon front. Je l'ai repoussé d'un coup sec en lui demandant de ne pas me toucher. Et je me suis concentré pour sortir de là. Il a de nouveau essayé de me faire suivre dans sa chambre, en disant que le lit était cassé, et je suis allé jusqu'au cadre de la porte pour voir si je pouvais réparer un problème réel avec son lit. C'est alors que j'ai réalisé qu'il n'avait rien dans sa chambre. Pas de vaisselle dans la cuisine, pas de rideau de douche dans la salle de bain, pas de drap sur le lit, rien du tout. Ce n'était évidemment pas sa chambre. Mon cerveau s'est à nouveau tourné vers la théorie de l'étudiant étranger, pensant qu'il venait d'arriver aujourd'hui et qu'il n'avait pas encore eu l'occasion d'acheter quoi que ce soit. Mais au fond de mon estomac, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai tripoté la porte quelques secondes de plus avant d'annoncer qu'elle était réparée. Et j'ai rapidement ramassé le kit de porte et suis parti. Avant que j'aie atteint l'ascenseur, il est ressorti sans ses chaussures pour me suivre. Il a essayé de rentrer pour prendre des chaussures et a crié « Et là, la porte n'est pas réparée, tu dois revenir !» Je me suis retourné et j'ai ouvert la porte manuellement. Je lui ai dit que si la porte était cassée, je devrais envoyer la maintenance pour la réparer dans la matinée. Je savais qu'il allait encore me suivre jusqu'à l'ascenseur. Alors j'ai fermé la porte derrière moi une fois qu'il est entré et j'ai couru dans la cage d'escalier aussi vite que possible. Quand je suis arrivé à la réception, j'ai vérifié l'ordinateur et j'ai vu que la chambre dans laquelle il se trouvait était censée être vide. Ce n'était pas une chambre d'étudiant ou d'hôtel. Je me suis enfermé dans l'arrière-boutique et j'ai appelé la sécurité du campus. Il est descendu quelques minutes plus tard et est allé derrière le bureau. Je lui ai crié de se mettre de l'autre côté et d'attendre, maintenant que je savais qu'il n'était pas un résident. Il a déchiré le coin d'un bout de papier que j'avais posé sur le bureau et a dessiné une fleur dessus, puis l'a remis au-dessus de mes papiers. Quand la sécurité est arrivée, il a couru jusqu'à la chambre vide et a essayé de les convaincre qu'il vivait là pour ne pas avoir à partir. Il a continué de leur montrer sa clé, qui avait décidé de fonctionner à nouveau sur la porte d'une manière ou d'une autre. Ils l'ont raccompagné en bas et sont venus me demander s'il vivait vraiment là. Bien sûr que non, c'est pour ça que je vous ai appelé en pleurant et en étant terrifié. Il n'arrêtait pas d'intervenir pour dire qu'il vivait bien là, mais il ne pouvait même pas se souvenir de son numéro de chambre quand on lui demandait. La sécurité lui a demandé de présenter sa carte d'étudiant et il n'a pas pu la montrer. Alors ils lui ont dit qu'il devrait partir s'il ne pouvait pas prouver qu'il vivait là. Pendant qu'il recueillait ces informations, j'ai écouté depuis le bureau et j'ai tout de suite vu qu'il mentait. Le numéro de téléphone qu'il a donné n'était qu'un tas de chiffres aléatoires. Le nom qu'il a donné était précédé de... comme s'il essayait de trouver un nom. Quand ils ont demandé son adresse, il a juste dit « de l'autre côté de la rue ».
Un agent de sécurité lui a demandé s'il vivait dans les appartements d'en face et il a répondu oui. Mais il n'a pas pu dire quel était le numéro de l'immeuble. Il a dit que son numéro d'appartement était 1200, mais j'ai emménagé dans cet immeuble quelques mois plus tard et l'appartement 1200 n'existe pas. Lorsque les agents de sécurité lui ont demandé quel était son but en se faufilant dans une pièce, il a continué à faire des et des et à dire qu'il ne savait pas. Il demandait: essayez-vous de voir un ami? Connaissez-vous quelqu'un qui vit ici? Étiez-vous ici pour blesser quelqu'un? Et il continuait à s'agiter et à dire: je sais pas, aucune raison. J'étais juste ici. À un moment donné, il a essayé de leur dire qu'il était mon ami. Et à ce moment-là, j'ai sorti la tête de mon bureau pour dire que je ne l'avais littéralement jamais vu avant cette nuit-là. Il est parti. Nous n'avons pas appelé la police parce qu'il n'avait rien fait. Mais c'était quand même très perturbant. Tard, je me suis rendu compte de la façon dont il avait découvert que cette pièce était vacante. Une des femmes de ménage l'utilisait comme salle de repos personnelle. Quelques jours plus tard, une gouvernante est venue au bureau et m'a dit qu'ils avaient trouvé la porte ouverte avec un verrou, la télé allumée et une gouvernante à l'intérieur regardant la télé. Elle avait dû oublier de fermer la porte lorsqu'elle était partie la nuit. Et lorsque le fou est entré dans le bâtiment, il l'a trouvé. Je ne l'ai jamais revu et à ce jour, je n'ai aucune idée de ce qu'il faisait là. Je n'ai pas travaillé là-bas depuis l'hiver dernier et les vacations de nuit me donnent maintenant la chair de poule. Être proche de vous est une priorité. Rendez-vous en agence ou sur aesio.fr. Aesio Mutuelle. J'avais 10 ans quand cette histoire est arrivée. Mes 2 meilleurs amis et moi étions en vacances avec nos parents en Turquie, dans un hôtel de haut standing. Une nuit, mes amis et moi, Tim et Phil, avons décidé de passer la soirée ensemble dans la chambre, pendant que nos parents étaient au restaurant de l'hôtel. La chambre n'était pas si mal, et l'hôtel semblait sécurisé. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. On passait un super moment en regardant les Simpsons et en jouant au Monopoly, mais ça n'a pas duré. Ce qui s'est passé cette nuit-là me terrifie à ce jour. Il était environ 1h du matin, et nos parents étaient en retard. Phil a regardé par la fenêtre et a dit: Ils sont toujours dans ce stupide restaurant. C'est vrai, ils nous ont dit qu'ils reviendraient vers 23h. J'ai répondu. Les gars? Quelqu'un frappe à la porte? A dit Tim. C'est sûrement le room service. A répondu Phil. On pourrait ne pas ouvrir la porte? J'ai demandé. L'idée de quelqu'un frappant à notre porte à 1h du matin, alors que nous étions seuls dans la chambre, était plutôt effrayante. Nous n'étions que des enfants sans défense après tout. Tim, le plus âgé d'entre nous, a essayé de nous rassurer en disant que Phil avait sûrement raison. C'est à ce moment-là que l'homme de l'autre côté de la porte a parlé. Bonsoir. Pourriez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Quand il a dit ça nous a tous effrayés. Nous sommes restés immobiles et silencieux, et après quelques minutes, il s'est exclamé: Ouvrez cette porte! J'ai commencé à pleurer de terreur. Je savais que ce n'était pas le room service, parce que si c'était le cas, il aurait parlé en turc. J'étais sous le choc, car à ce moment-là, l'inconnu a utilisé une fausse carte pour ouvrir la porte. Tim nous a attrapés tous les deux, et nous avons couru à la salle de bain, que nous avons verrouillée derrière nous. Heureusement, l'homme n'a pas été suffisamment rapide pour nous attraper. Il nous criait d'ouvrir la porte. J'ai remarqué à ce moment-là que Tim avait un téléphone dans sa poche. Sa mère lui avait laissé le sien pour qu'on puisse les appeler en cas de problème. Il a donc appelé son père et lui a tout raconté. Ils sont rentrés précipitamment, mais l'homme était déjà parti. Ils pensaient qu'on avait tout inventé, jusqu'à ce que le manager de l'hôtel leur montre les vidéos de sécurité. Nous avons découvert que l'homme nous surveillait, ainsi que d'autres enfants, depuis un moment. Après quelques jours, la police a enfin réussi à l'arrêter. C'était un violeur en série et un pédophile. Nous avons vraiment eu de la chance de lui avoir échappé. Je n'oublierai jamais cette nuit, car c'était le pire jour de ma vie. À la période d'Halloween, en 2015, j'ai invité 2 de mes amies à dormir chez moi, Scarlett et Amy. Cette dernière était timide et peureuse.
alors que Scarlett était plus sûre d'elle. Bref, nous nous sommes retrouvés vers 15h, et nous avons installé une tente dans mon jardin. Elle était confortable, avec un tapis doux. C'était douillet, parfait pour traîner ensemble. Nous l'avons installé près du portail arrière, qui à l'époque était vieux et rouillé. Si un adulte de taille moyenne se tenait devant lui, il le dépassait d'une 60aine de centimètres. Une fois tout en place, nous sommes allés faire le tour du voisinage pour récupérer des bonbons. Il était environ 19h. Nous avons rencontré d'autres amis en chemin, et nous avons passé un très bon moment. Nous sommes rentrés vers 22h, et la météo étant clémente, il n'avait pas plu de la journée, et tout était sec. Le voisinage était aussi très calme. Nous avons donc passé une agréable soirée. La faible lumière du jardin n'éclairait